Mesdames, Messieurs, bienvenue à Ici Éco et merci de nous suivre toujours sur Ici Beyrouth. Le Conseil des ministres a approuvé cette semaine l'augmentation des salaires dans le secteur privé et le secteur public. Le gouvernement a ainsi donné son aval à un accroissement du salaire minimum dans les entreprises privées, qui est ainsi passé de 4 500 000 livres libanaises à 9 millions. De même, les allocations de transport sont passées de 125 000 à 250 000 livres libanaises par jour. La rémunération des journaliers a été fixée officiellement à 400 000 livres libanaises par jour. Dans le secteur public, la rémunération des fonctionnaires a été quadruplée, avec un minimum de 8 millions de livres par mois, à condition d'assurer 14 jours de présence, sans pour autant dépasser les 18 jours. Les allocations de transport ont été fixées à 450 000 livres libanaises par jour. Quant aux allocations familiales, elles ont été fixées à 3 425 000 livres libanaises. Quant aux militaires, le gouvernement a approuvé un traitement de base triplé à condition que leur salaire mensuel ne soit pas inférieur à 7 millions de livres libanaises. En ce qui concerne les pensions des retraités, elles ont été de même triplées. Ces augmentations prendront effet à la fin du mois de mai. D'autre part, et durant cette semaine, le ministre sortant de l'énergie, Walid Fayad, a lancé l'application électronique officielle Lebanese Fuel Pricing pour la tarification des carburants dans l'espoir qu'elle aidera les citoyens et les parties prenantes à gérer le marché de manière équitable pour tous. Bienvenue sur Ici Éco et durant cet épisode, nous aborderons les questions liées à l'impact de l'augmentation salariale, l'amendement de la loi sur l'inflation, la relance économique et la lutte contre la contrebande avec l'ancien ministre de l'économie, Ala Hakim. Et aussi, nous discuterons de la tarification des carburants et de son impact sur le marché libanais avec le président de l'Association des sociétés importatrices de pétrole, Maroun Chammas, que je reçois en virtuel. Monsieur Chammas, merci d'être avec nous. Et voilà, je commence directement avec vous. L'application électronique officielle Lebanese Fuel Pricing pour la tarification des carburants aidera les citoyens et les parties prenantes à générer le marché de manière équitable pour tous. Et comment les effets négatifs des fluctuations du taux de change du dollar sur les entreprises, les distributeurs, les stations de service et les citoyens ont conduit le ministère à prendre cette initiative? Oui, bonjour Maurice et merci de m'avoir invité sur le plateau. En fait, cette application, la date de l'idée de cette application remonte depuis novembre de l'année passée, 2022, quand le ministre a réfléchi comment il pouvait digitaliser la structure de prix et de rendre de façon plus facile l'accès aux consommateurs et d'une façon assez transparente. Et depuis, nous avons travaillé avec le ministère et enfin l'équipe IT du ministère et deux sociétés, une qui est aux États-Unis et une société qui est au Liban pour mettre en place cette application. L'application est toute simple. C'est en fait la structure de prix qui est issue du ministère et qui a été digitalisée à ce que les personnes qui s'occupent de faire de chaque jour que ça soit beaucoup plus facile et qu'elle soit à la portée des consommateurs d'une façon transparente et assez rapide. Donc, comme vous le savez, au départ, la structure de prix était changée une fois par semaine et ensuite, après la guerre d'Ukraine, ça a été une fois par semaine. Mais quand il y a eu les fluctuations de l'aise et du dollar, automatiquement, le ministère était en train de publier chaque jour une structure de prix. Maintenant, avec, si j'ose dire, la cadence à laquelle la dévaluation de l'IBI a été observée, le ministère fait paraître, au moins, quand il le faut, au moins 2 fois par jour, et s'il le faut, plus le Mais changement de Monsieur structure Chamas, de comment prix. les effets négatifs des fluctuations du taux de change du dollar sur le marché bien expliquent ou bien ont conduit le ministère
de prendre une telle décision. Quels étaient les effets Voilà. négatifs de ces fluctuations sur les entreprises, sur les distributeurs, sur les stations de service et ainsi sur le Voilà. Les- consommateur? L'effet négatif, c'est que on a observé au Liban, durant les dernières semaines, pas ces dernières 2 ou 3 semaines, mais juste avant, des fluctuations sur le marché parallèle de 1000 et de 30 000 livres en une seule journée. Ce qui fait que cette fluctuation a conduit à la fermeture de certaines stations, ou stations qui arbitrairement décidaient de fixer le prix à la pompe d'une façon individuelle et sans suivre la directive du ministère. Donc, certaines stations ont fermé ou bien certaines stations ont augmenté d'une façon le prix de l'essence et suivi de façon continue le prix qui était fixé. Ce qui a été décidé, c'est d'avoir la possibilité aux consommateurs de pouvoir payer en dollars et de ce fait, le ministère a autorisé, excusez-moi, a autorisé la possibilité d'avoir des stations à l'intérieur des stations des en livre libanaise. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Donc, vous pouvez dès à présent payer en dollars dans une station. Le prix affiché au compteur de la station ou de la pompe est en dollars. Et ceux qui désirent payer en livre libanaise, le compteur est affiché Donc, aussi en livre donc vous libanaise. voulez dire Ça, ici c'est que d'un le prix côté. du bidon sera affiché en dollars par les stations-service, le taux du jour du dollar étant fixé par le ministère de l'Énergie, et voilà le consommateur, quant à lui, pourra payer en livres libanaises ou en dollars, mais dans aucun cas par carte, plus de carte. Alors, les cartes de crédit, c'est tout à fait différent. Les cartes de crédit, aujourd'hui, certaines stations ont commencé à accepter les cartes de crédit étrangères. Donc, il n'y a pas de problème pour les cartes de crédit étrangères, Donc c'est les c'est-à-dire cartes de crédit étrangères avec un fresh sur dollar, c'est ça? une monnaie, Avec le fresh dollar. en dollars en dehors du Liban. Donc, ça aussi, c'est possible sur certaines stations. Cette démarche a été déjà entamée. Le plus important, c'est que s'il va y avoir dans le futur proche une fluctuation des prix à plusieurs temps durant la journée, le consommateur pourra suivre ceci parce qu'à chaque fois, le ministère changera les prix. Automatiquement, ça sera changé aussi sur l'application qui est sur les téléphones. Ouais. Une analyse simple du marché montre que la dollarisation des prix de l'essence bien voilà, est considérée comme l'unique solution pour un fonctionnement efficace de la chaîne de vente du carburant au Liban. Est-ce que le Liban se dirige vers une dollarisation totale des carburants, vous pensez? Alors, c'est évident que le prix que nous payons aujourd'hui au Liban, c'est un pays qui est en dollars au départ. Donc, euh, la loi, le prix soit affiché en livre libanaise. Mais la loi a été, quand elle avait été décrétée, c'était quand le niveau de la livre libanaise était stable, que c'était à 1500 et qu'il n'y avait pas de fluctuation. Bon, maintenant, vu qu'il n'y a pas une action qui a été faite pour changer le ministère est toujours obligé en livre libanaise. C'est pour ça qu'on est avec le ministère d'avoir des pompes en livre libanaise et des pompes en dollars. Maintenant, c'est évident que un produit qui est acheté en dollars doit être payé en dollars at the end of the day. Allez, on ne peut Mais pas si changer les, les, c'est un bien qui est les lois, de première les lois nécessité, économiques. les salaires sont payés aujourd'hui pour le secteur public en livre libanaise. Donc, comment demander le secteur Tout à public fait. d'aller acheter les carburants en dollars? Mais finalement, le consommateur, même s'il paye en livres libanaises, ces livres libanaises sont au départ, le litre d'essence ou le bidon d'essence est en dollars, et c'est à la fin la conversion qui se fait en livres libanaises. Donc quand il y a une fluctuation, et si cette fluctuation de la livre libanaise, que ce soit à la hausse ou à la baisse, cette fluctuation est reflétée sur le pricing, c'est-à-dire donc, tout ce qui a été fait aujourd'hui, c'est pour faciliter que ce soit au niveau du consommateur ou au niveau de la station d'essence qui vend ce produit, Mhm. pour que finalement,
que la station ne perde pas ou bien que le consommateur ne soit pas. Il me reste deux questions avec vous, M. Chammas. Est-ce que la contrebande du carburant du Liban vers la Syrie continue? Aujourd'hui, le prix du dollar fait que il n'y a pas vraiment de contrebande. Mais parfois, qu'il y a, suivant l'âge, parfois du produit qui vient de Syrie à travers les frontières. Et on a vu ça depuis quelques semaines. Et on a vu ça aussi très récemment. Que pour des raisons, je pense, je ne vais pas dire économiques, mais pour des raisons politiques, il y a du produit qui vient de la Syrie et qui est aujourd'hui vidé au Liban. Pour finir, est-ce qu'il y a crainte d'une pénurie de diesel, d'essence, de carburant? Non, il n'y a pas de crainte tant qu'il y a le transport maritime qui est ouvert et qu'il n'y a pas de problème pour importer. Il n'y a pas de crainte. Je vous remercie, le président de l'Association des sociétés importatrices de pétrole, Maroun Chammas. Merci à vous. À mesure que les prix grimpent, la pression monte sur les entreprises et le ministère des Finances pour qu'elles augmentent les salaires du public et du privé. Pour renforcer le pouvoir d'achat des ménages, le gouvernement a approuvé une nouvelle augmentation des salaires. Mais est-ce qu'une telle hausse conduira aussi les entreprises à augmenter leurs prix pour ne pas réduire leurs marges? Et est-ce qu'il faut craindre une spirale inflationniste? Nous nous pencherons sur l'actualité économique avec notre invité, l'ancien ministre de l'économie, Ala Hakim. Monsieur Hakim, vous êtes aussi professeur associé à la faculté de gestion et de management à l'université Saint-Joseph, l'UAJ, et membre du bureau politique du Parti Kataeb. Merci d'être avec nous. Merci, c'est un plaisir. Certainement, vous avez suivi les décisions qui ont été prises par le gouvernement en ce qui concerne la correction des salaires. Est-ce qu'il faut avoir peur d'une nouvelle crise d'inflation ou bien une hyperinflation? Parce qu'on se rappelle très bien ce qui s'est passé en 2016-2017, après l'augmentation des salaires qui a eu lieu. On s'attend à quoi maintenant? Justement, le fait d'être tombé dans un piège en 2017, un piège aussi immense que celui-là, parce que nous nous rappelons tous, bien sûr, l'écart qu'il y avait entre les prévisions et le réel. Aujourd'hui, nous allons tomber aussi dans un autre piège qui entraîne en même temps le citoyen libanais, donc le secteur public, qui d'une manière générale devait bénéficier de cet avantage. En 2017, il n'a pas eu le temps d'en bénéficier. En 2018, on a eu les problèmes dont on sait tous. Ensuite, aujourd'hui, on va avoir les mêmes problèmes au niveau donc, de cette augmentation de salaire qui va être dissolue au niveau du contexte économique général, en gardant en tête qu'une grande question s'impose, un grand point d'interrogation, qui est quel est le coût et qu'est-ce qui va financer ceci? Parce que nous savons tous très bien que le financement proviendra d'où? On parle en général. Aujourd'hui, il parle d'une augmentation des douanes, voilà. Donc du dollar douanier, aussi de quelques impôts, mais la Banque centrale devrait aussi intervenir. Et nous savons très bien qu'en 2017 aussi, l'augmentation des impôts n'a entraîné aucun impact au niveau donc, des recettes de l'État. Donc ça va être une répétition. Malheureusement, c'est le cas. Pourquoi? La question qui se pose n'est plus les outils que nous utilisons et les décisions que nous prenons. Le problème qui se passe, c'est qui prend les décisions. Vu que ce sont les mêmes personnes qui décident, automatiquement, nous tombons dans les mêmes pièges et dans les mêmes erreurs. Mais pourquoi alors? Ce sont les mêmes personnes qui sont là à prendre ces décisions-là. On avait vu les décisions qui ont été prises en 2018. Aujourd'hui aussi, une augmentation qui va coûter des centaines de milliers de livres libanaises qui vont être aussi lancées par la Banque centrale sur le marché. Les recettes, je ne pense pas que les recettes ici pourront couvrir toutes les nouvelles dépenses, mais avec la contrebande continue, avec l'évasion fiscale, on s'attend à quoi? On s'attend donc, justement, je voulais discuter de ceci, nous ne sommes pas dans une période d'inflation, on est dans une période d'hyperinflation. Parce que tous les critères de l'hyperinflation sont là. Donc il faut admettre ça maintenant. Il faut admettre. Et il faut reconnaître que ceci a lieu. La preuve, les pourcentages d'augmentation, la diminution du pouvoir d'achat, le manque de confiance au niveau de l'État, ce sont tous des critères qui montrent qu'on a affaire à une hyperinflation au niveau économique et qui va augmenter avec le temps. Parce que n'oublions pas un point essentiel. On en discutait d'ailleurs au début, qui est la gestion de la crise. La gestion de la crise a été mal gérée. John Kennedy avait dit
tout plan, tout programme a un coût et des risques, ce qui est vrai. Mais néanmoins, le plus grand risque et les plus grands coûts est de ne rien faire. Et nous n'avons rien fait, à part ces différentes activités. Vous pensez qu'on n'a rien fait ou on a Au fait contraire, le pire? on a fait pire. On a fait fait pire. même le contraire. D'ailleurs, Ce par qu'on devait pas faire. ces décisions éparses et hétéroclites qui ne peuvent entraîner qu'une réduction encore plus de notre solidité vis-à-vis d'une économie branlante qui est en train, bien entendu, de diminuer. Comment évaluez-vous les décisions prises par le gouvernement Miati durant toute la crise? Excusez-moi seulement un seul Certainement. point. Le seul problème, le seul regret que je puisse avoir, c'est que les possibilités existent jusqu'à aujourd'hui. D'une relance? Oui, le potentiel existe jusqu'à aujourd'hui, malgré que nous passons déjà plus ou moins 3 ans à 3 ans et demi dans ce... Mais à quel coût? Voilà, justement, les coûts sont énormes. Nous sommes en train de payer à tous les niveaux, et pas seulement ça. On est en train d'augmenter les coûts futurs lorsque viendra le moment de pouvoir résorber cette crise. Donc les coûts ne font qu'augmenter à cause de l'inaction qui a lieu et à cause, comme vous l'avez si bien dit, des décisions qui sont prises et qui sont erronées à la base. Parce que ce sont des décisions hétéroclites et éparses qui ne mènent à rien en fin de compte. La preuve, nous verrons les faits futurs à ce niveau des décisions qui ont été prises il y a 2 jours. Vous voyez comment les décisions prises par le gouvernement Miati durant toute la crise? Elles sont toutes... La façon de gérer la crise. Il n'y a pas eu de décision adéquate au niveau de pour résorber la crise économique qui a eu lieu. Il n'y a pas eu une seule décision qui a été faite d'une manière globale. Il n'y a pas eu, par exemple, une modification des politiques financières ou de la politique financière ou la mise en place d'une politique économique. M. Miati et M. Saad Hicham, ou bien voilà, ils ont mis un plan de relance après les négociations avec le Fonds monétaire international. Nous avons aussi le plan de relance de M. Hassan Diab qui avait déclaré aussi le défaut de paiement. Donc 2 plans de relance, 2 plans de restructuration, soi-disant, de l'économie et de la relance. Vous dites quoi de ces plans? Le problème n'est pas d'avoir un plan. Les plans existent et je suis témoin de ceci durant les quelques dernières années. Donc les plans existent. Le problème, c'est dans sa mise en place. Tout plan a des problèmes. Tout plan peut subir des fuites à un niveau quelconque. Il n'y a pas de plan parfait. L'important, c'est de le mettre en place et de rectifier durant le parcours. On peut rectifier, modifier, adapter. Mais il faut commencer. Donc, il y a eu des annonces, il n'y a jamais eu d'application. Et au contraire, les décisions qui ont été prises ont été à l'encontre de ces plans de relance. Comme quoi, par exemple? Dans leur contexte, la dernière décision qui a été prise, par exemple, qui augmente, par exemple, des salaires, même si c'est juste en termes de justice sociale. Mais nous parlons ici d'autre chose. Avec une très grande différence entre réalité des chiffres et le coût réel. Voilà. Donc, si vous étiez ministre dans le gouvernement de M. Hassan Diab, auriez-vous voté pour un défaut de paiement? Sûrement non. Sûrement non. Parce ça que nous a d'abord, coûté quoi? Ça nous a coûté, je vais vous dire, le coût représenté en ce temps-là, exactement le coût de l'imposition ou les taux d'imposition qui étaient, où les banques libanaises étaient soumises à un taux d'imposition. Le coût était égal à la valeur de ce taux d'imposition, 1 milliard et quelques. Si on les avait payés, on aurait acheté un petit peu de temps pour pouvoir régler nos affaires internes. Aurions-nous fait un soft landing? Même pas besoin, parce que la reprise aurait pu avoir lieu si nous nous y étions pris à temps. Nous ne nous sommes pas pris à temps. Et en plus, on a dit à nos créanciers que nous ne voulons plus payer sans discuter, sans négociation, sans plan de restructuration, rien. Donc, aucune confiance à ce niveau de leur part vis-à-vis de nous. D'ailleurs, leur silence le prouve à quel point ils sont déçus à ce niveau-là. Mais ils attendent quoi, vous pensez? Ils attendent au niveau d'une relance quelconque pour voir à quel point on peut aboutir à des solutions. D'ailleurs, une des solutions de base, au niveau, si vous voulez, des solutions globales pour une reprise immédiate, serait d'abord un président clairvoyant. Je ne vais même pas chercher souverain, ni national, clairvoyant. Automatiquement, une ouverture des négociations avec nos créanciers. Je n'ai pas dit des résultats, j'ai dit ouverture, de leur dire on veut discuter, se mettre sur une table
et bien sûr, en troisième lieu, les réformes. Et certainement, il faut discuter la politique avec vous, mais avant de passer à la politique/économie, en ce qui concerne les décisions qui ont été approuvées par le Conseil des ministres pour l'augmentation des salaires, les décisions du Conseil des ministres ont été rejetées par le secteur public comme par les militaires. Voilà, ils estiment qu'ils ne respectent pas le minimum de leurs revendications et de leurs droits légitimes. Ils réclament un réajustement des salaires et des retraites selon l'indice de cherté de vie et de l'inflation. Est-ce possible? Ce sont des bribes d'amélioration qui ont été présentées. Ce ne sont pas des solutions. Aujourd'hui, je suis sûr qu'un employé, qu'il soit du secteur public ou du secteur privé, ne désire qu'une seule chose, une amélioration de son pouvoir d'achat, pas du volume des billets qu'il a entre les mains. Donc, c'est ce but que nous devons rechercher. La justice sociale viendra ensuite. Ça doit être fait tout en prenant en considération un plan. Ah, bien pas sûr. de décisions qui sont prises sur menu. Inutile même de revenir sur le sujet, il fallait qu'il y ait un plan, et non pas aujourd'hui, mais depuis bien longtemps. Et ce plan n'a jamais vu le jour et ne verra jamais le jour pour le moment. Parce que, si vous allez me permettre, parce qu'on parlait de politique et d'économie, aujourd'hui le problème au Liban n'est pas un problème économique. Je vais être clair, nous n'avons pas de problème économique. La preuve, si nous regardons un petit peu autour de nous, bien sûr, nous savons tous tout ce qui se passe en termes de conséquences, etc., les classes qui ont disparu. Bon, tout ceci est vrai. Néanmoins, le problème n'est pas un problème économique, le problème est un problème souverain. Il n'y a que ça, c'est un problème souverain. Aujourd'hui, la même mise sur le pays dirige la totalité des décisions qui sont prises à ce sujet. C'est qui? La décision de ne pas payer notre échéance en 2000... Qui a été prise par qui? Qui a été prise par le duo Hezbollah Amal, textuellement. Pourquoi? Moi, je peux vous le dire parce que certains essaient de vous le cacher. Mais quelles étaient les conséquences? Le but était d'entraîner le pays dans le cycle que nous avons actuellement en termes d'effondrement total. Pour aboutir à ce que nous avons aujourd'hui. L'aboutissement est clair. On savait, eux savaient bien entendu, que nous allions aboutir à une balance en leur faveur au niveau, parce que n'oublions pas que le Liban est inclus dans une balance régionale et une balance internationale. Si vous voulez, un cercle régional et un cercle international. Nous n'avons pas donc, la présomption d'appartenir au cercle international. Le cercle régional a décidé pour nous et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Donc le duo allié a pu mettre sa main plus sur le Liban, contre l'avis de la Banque du Liban, contre l'avis des banquiers, contre l'avis de tout le monde, contre l'avis peut-être du Parlement aussi, pas dans son ensemble. Néanmoins, il y a beaucoup de gens qui étaient, ou beaucoup de personnes, d'individus politiques et économiques qui étaient contre cette décision qui a été prise. Vous dites aujourd'hui, pour une relance économique, il faut voter un président qui soit souverain. Avec l'approche entre l'Arabie Saoudite et l'Iran aujourd'hui, quel président souverain pourra remettre le Liban sur les rails d'une relance économique adéquate? J'ai remplacé le mot souverain par clairvoyant. Donc, essayons ce qui est vrai. Je veux aussi un président souverain, bien entendu, mais c'est pour simplement simplifier les choses. Si on peut avoir un président clairvoyant, qui puisse déjà avoir une vision globale en termes économiques, en termes de réformes, qui commence, comme je vous ai dit, par les modifications de la politique financière, de remédier aux pertes qui ont eu lieu, de trouver des petites solutions, même si elles ne sont pas totalement parfaite, ensuite d'unifier le taux de change et ensuite d'arrêter tout ce qui s'appelle endettement, il est clair que nous pourrons aller vers déjà une meilleure vision. Encore une fois, un président clairvoyant. En deuxième lieu, ouverture des négociations. Je ne parle même pas de ça. Ouverture des négociations. Président clairvoyant, ouverture des négociations et quelques réformes d'une manière globale. Quel genre de négociations vous voulez dire avec le Fonds monétaire? Les bons de trésor vont automatiquement se valoriser. Automatiquement, de 7, 8, je ne sais plus combien c'est actuellement, nous monterons à 40. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, et le dollar va baisser automatiquement aussi. Pourquoi? Parce que nous parlons ici, on parle souvent sur le plateau, je vous suis, de confiance. Mais de quoi nous parlons? Nous parlons d'une confiance, dans ce cas, institutionnelle. Une confiance institutionnelle, une confiance qui englobe la responsabilité sociale, politique en termes institutions, qui automatiquement va améliorer la prise de décision en termes d'investissement. Parce qu'aujourd'hui, on va attirer qui si nous continuons comme ça, malheureusement, et c'est une grande menace? On va attirer quoi? Les filous. On va attirer les requins financiers. On va attirer les opportunistes qui viendront pour investir pour des périodes extrêmement courtes, automatiquement avoir de l'argent et automatiquement disparaître
quand n'importe quel coup de vent aura lieu, qui paiera les pots cassés? Le citoyen libanais. Eux quitteront, ils auront fait de l'argent, comme ça a déjà eu lieu à plusieurs reprises au Liban. Donc pour que nous puissions éviter ça, il est nécessaire qu'on puisse créer une confiance institutionnelle qui va améliorer cette prise de décision et favoriser les entreprises saines, Mais entre dire parenthèses. confiance, dire réforme. Bien entendu, Réforme, relance, confiance. bien sûr. Est-ce qu'il y a une décision politique pour commencer les réformes? Jusqu'à aujourd'hui, En ce qui concerne le secteur public, qui est prêt aujourd'hui de restructurer le secteur public? on vient de discuter, comme quoi, La on vient contrebande. on vient de le dire, il faut que ce président, quand on dit clairvoyant, qu'il sache qu'il a besoin de pouvoir créer ou faire une restructuration à ce niveau, pas seulement au secteur public, mais à d'autres niveaux aussi. Mais néanmoins, ceci est facile. Ceci avait été proposé en 2017 par le parti Kataeb lors de l'échelle des salaires. On avait demandé, et on avait exigé, et on avait mis dans la décision comme quoi il fallait au moins demander un outsourcing, donc une aide de l'extérieur qui puisse venir étudier justement cette structure et le nombre et le volume d'employés et les salaires, etc. Rien n'a été fait à ce niveau. Alain Hakim, s'il faut commencer aujourd'hui par une réforme, on commence d'où? L'électricité. Il faut rendre quelqu'un responsable. Ah, bien sûr. Ce qui s'est passé avec Bien sûr, l'électricité, bien sûr. avec les 30 milliards de dollars qui ont été Sans dépensés. pénalisation, sans suivi de ceci, on ne peut aboutir à aucune Donc il ne amélioration faut pas d'une dire manière que globale. ce qui est fait est fait, Non, bien sûr, à tous les niveaux. certainement. À tous les niveaux. Mais pourquoi commencer par l'électricité au niveau économique? L'électricité est 60% plus ou moins de notre déficit. N'oublions pas, plus ou moins. Vous avez une grosse partie qui est aussi le secteur public, donc c'est la seconde réforme. Mais ils vont de base. dire ici, voilà, vous dites ça parce que vous voulez rendre responsable Jebran Bassil. Nous soyons clairs, quand je dis un président clairvoyant, c'est quelqu'un qui s'éloigne de ceci et qui essaye de trouver des solutions malléables et adaptables à la situation dans laquelle nous vivons. Aujourd'hui, nous devons faire porter la responsabilité à qui de droit. Je ne sais pas s'il est seul, il faudra le voir, c'est pas moi qui le décidera. Mais il faut rendre quelqu'un responsable. Mais il faut rendre quelqu'un responsable de ceci et automatiquement trouver comment démarrer Donc sur numéro de 1, nouvelles électricité. bases. Numéro 2, Le secteur public, qui sont les deux grandes sources, les deux grandes cicatrices. est-ce que c'est dont nous acceptable payons les aujourd'hui pots de cassés. payer des salaires et des retraités qui dépassent les 300 000? Nous payons des salaires à des personnes qui n'existent pas, à des personnes qui ne viennent pas au travail, à des personnes qui ne travaillent pas et à des personnes qui sont en train simplement, au niveau électoral, La classe politique embellir le nombre. aujourd'hui peut aussi croire qu'elle peut continuer à gouverner parce qu'il y a le secteur public ici qui la soutient. Donc voilà, nous savons très bien qui est rentré au secteur public, qui travaille au secteur public aujourd'hui, ou bien non, on peut plus, cette classe politique ne peut plus dire que voilà, je peux prendre les fonctionnaires comme étant un effectif qui me soutient durant les élections. Le problème de base, c'est que tous ces problèmes ne pourront pas être résolus par l'élection d'un président seulement. Ces problèmes seront toujours de longue durée, mais il faudra trouver des solutions. Il y a un prix à payer, et ce prix, on devra le payer ensemble et à long terme, à quel niveau que ce soit. Ce que l'on peut faire, c'est automatiquement demander conseil et demander des avis externes, si nous n'avons pas confiance en nous-mêmes, entre nous, si vous voulez, demander des avis externes, essayer de trouver des solutions adéquates, adaptées à notre système libanais, en préservant plus ou moins, d'une manière globale, les intérêts plus ou moins de chacun. Je parle de point de vue intérêt communautaire, malheureusement, parce que nous avons des communautés qui se mêlent de tout ceci, et d'essayer de trouver des solutions, parce qu'autrement, nous n'aboutirons jamais à une solution Vous avez finale. dit qu'il faut rendre responsables les personnes qui ont entraîné le pays à la situation actuelle. La juge Radaron a pris des décisions, et vous, en politique, vous avez été contre les décisions prises par Radaron. Pourquoi? Parce que il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises d'une manière Pour des fins politiques, vous d'une voulez dire? manière partiale. La justice, par définition, devrait être impartiale d'une manière globale. Aujourd'hui, on assiste sur tout le paysage, à un niveau quel qu'il soit en termes de justice, à ce qui, bien entendu, n'est pas nouveau. Ça a toujours eu lieu au niveau de la justice libanaise. La justice libanaise est un grand chaos aujourd'hui qu'il faudrait aussi réglementer, parce que n'oublions pas que quand nous parlons de confiance institutionnelle, nous parlons aussi de définir les relations contractuelles. Et les relations contractuelles, c'est la justice qui s'en occupe. Donc à ce niveau aussi, il faut prendre en considération que, comme a dit Honoré de Balzac, on ne retrouve pas 3 juges dans une cour de justice qui s'entendent sur un même article de loi.
Donc la loi est extrêmement malléable, elle est au service des personnes et non pas le contraire. Voilà pourquoi nous devons essayer de créer un système qui, donc, au niveau des réformes, la troisième réforme de base, c'est l'indépendance de la justice. Au niveau de la crise des réfugiés syriens au Liban, vous pensez que c'est une bombe à retardement, une bombe qui va exploser au niveau social, au niveau de sécurité? Il faut gérer comment les choses? C'est un énorme problème démographique, économique, social et financier. Parce que nous ne l'aurons pas. Aujourd'hui, l'aspect démographique est très important pour un petit pays comme le nôtre. N'oublions pas aussi que le poids économique est extrêmement lourd au niveau de l'économie libanaise. Donc, d'après ce que je comprends, au niveau de l'entente finale qui aboutira à une solution plus ou moins momentanée pour le moment, je crois que le retour aussi des déplacés fera partie de cette, si vous voulez... Le Liban ne peut le supporter. On ne peut plus supporter. Donc j'imagine qu'elle va être inclue dans les accords qui auront lieu lors de l'élection d'un président dans le proche futur. Revenons au dollar, au marché noir. Vous étiez ministre de l'économie, du commerce, vous êtes économiste. Donc voilà, quel plafond, il faut s'attendre à quel plafond ou bien au cours du dollar? Maintenant, la Banque centrale injecte par jour, chaque jour, 30, 40, 50 millions de dollars sur Saïrafa. Plus, on est passé à 80 millions de dollars. Donc, 10 jours d'ici, on est à 1 milliard de dollars. Donc, jusqu'à quel point la Banque centrale peut continuer ou bien intervenir sur le marché pour stabiliser le cours sur le marché noir? Bon, on reprochait justement à cette Banque du Liban le fait de financer le gouvernement. Pourquoi nous ne le faisons pas aujourd'hui? Parce que la Banque du Liban est en train de financer le gouvernement, indirectement ou directement, à tous les niveaux. Pourquoi personne n'en parle? Pourquoi ce manque à gagner que nous avons plus ou moins de 4 milliards au niveau de la réserve obligatoire? Où elle a été? Parce qu'elle a été financée, le gouvernement libanais, à tort et à travers, comme nous le savons, à part bien sûr les produits subventionnés qui ont été un grand fiasco, comme nous le savons, et une source de corruption. Permettez-moi de s'arrêter sur ce point. Oui. Aussi, vous étiez, comme bien mentionné, vous étiez ministre de l'économie et du commerce. Les subventions ont commencé depuis des années. Donc, qui est responsable? Ce n'est pas la Banque centrale ici. Non, ben pas du tout. C'était les politiques qui ont été votées par le gouvernement. Exactement. Donc la Banque centrale ici appliquait des lois et des décisions prises par le gouvernement. Je vais être clair. La Banque centrale, qui est le régulateur du secteur financier, ainsi que les banques, sont des instruments, ne sont pas dans l'exécutif, n'exécutent rien. Mais M. Riyad Salem pouvait dire non? Aujourd'hui, que ce soit les communiqués ministériels, les différents communiqués ministériels, ou que ce soit au niveau des différentes lois et régulations en cours et qui ont été donc approuvés par le Parlement et par les gouvernements, automatiquement, ceci est une couverture en termes législatifs et en termes de justice au niveau de tout ce qui a eu lieu. C'était ce qui se passait avant. Ça ne nous plaît pas, on peut changer. Néanmoins, encore une fois, dans une économie, l'État est le centre du cycle économique. Vous avez ensuite les consommateurs, vous avez les intermédiaires, vous avez les usines, les fabricants, et vous avez les ressources. Les banques, on les retrouve dans les ressources. Ressources financières, ressources humaines, etc. Donc, elles ne font pas partie exactement, elles ne sont pas l'économie. Elles ont joué ce rôle durant une longue période. Ce fut notre choix, le choix donc du Liban, le choix du gouvernement libanais. Si quelqu'un avait à redire, il n'avait qu'à le dire, il n'avait qu'à modifier. Ceci n'a pas eu lieu. La responsabilité est celui qui tenait les rênes du pouvoir, donc le pouvoir en place. Mais la Banque centrale pouvait dire non? À mon avis... J'ai plus l'argent. Ah bien sûr, et nous, en tant que parti CATEB, nous avons à plusieurs fois demandé ceci. On a demandé à ce que les banques ne financent plus l'État. Ceci a été donc couvert par les médias durant cette période. Nous parlons en 2018, où nous avons donc discuté de ceci avec les personnes en charge et concernées. Et dans ce temps-là, personne ne pouvait rien faire. Et personne n'a voulu rien faire. C'était les normes, c'était le cycle économique sur lequel résidait cette approche d'une manière globale. Quelques questions à propos du Fonds monétaire international avec les négociations bien maintenant, disons, gelées avec le Fonds monétaire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, après 3 ans et demi, depuis 2019, il faut continuer à négocier avec le Fonds monétaire? Est-ce que ça reste une nécessité pour passer à une relance?
La question ne peut même pas se poser. Si nous voulons être aujourd'hui, faire partie du système international monétaire, si nous voulons faire partie de l'international monétaire et financier, il faut que nous ayons l'assentiment du Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international n'est pas une entité fermée, c'est une entité ouverte, il faut négocier. C'est ça. Donc il ne faut pas dire à chaque fois que le Fonds monétaire veut ça, il veut ça, voilà. Il veut ça, on ne peut pas négocier. Le problème, c'est qu'il y ait des négociateurs d'envergure. Et il faut qu'il y ait des négociateurs qui ne soient pas simplement financiers, mais qui aient à cœur le Liban et le citoyen. Justement, vous voulez dire justement, ce n'est pas le fait qu'on soit employé à la FMI qui rend quelqu'un adéquat de pouvoir négocier avec le FMI. Le FMI doit avoir devant lui un Libanais qui soit, au niveau intrinsèque, en train de protéger. Monsieur Chamé travaille pour le Fonds monétaire ou pour le Non, gouvernement? je dis en général. Non, aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait les deux, je crois. Je ne suis pas sûr. Mais quand il sort, le chef de la commission libanaise, qui est M. Saad Chehmi, dire que voilà, le Fonds monétaire exige qu'il faut reprendre tout à zéro, en ce qui concerne les dépôts, en ce qui concerne tout ce que le Liban doit payer. Et est-ce que c'est vrai? Il faut reprendre à zéro aujourd'hui, en ce qui concerne les dépôts, et voilà, dire que bye-bye pour ce qui existe et on reprend à zéro. Il y a de grosses erreurs dans l'approche et dans la façon aussi de communiquer ceci. Et dans ces deux cas, il y a une responsabilité sociale qui doit être prise en considération, en particulier par les différents ministres concernés et par les responsables à ce niveau-là. Néanmoins, encore une fois, quand il s'agit, nous parlons de négociation, nous ne parlons pas d'imposition. Et le FMI, de par son parcours, sauf à ses débuts, a toujours eu cette approche d'adaptation à la situation de chaque pays. Il suffit d'avoir des personnes qui savent leur dossier, qui connaissent leur dossier et qui savent défendre ce dossier. Une fois que ceux-ci ont là, automatiquement les résultats, bien sûr, peuvent changer. En réponse à la question « il faut raser tout ?» Non, jamais de la vie. On ne rase pas tout. Il y a des dépôts. Il y a les dépôts des citoyens. Les dépôts n'ont jamais existé, en tout cas, parce que personne ne pouvait s'imaginer qu'on avait 170 milliards de cash au niveau des coffres-forts. Ça n'existait pas. Ça existe partout. Ça existe partout. C'est de l'argent virtuel. Si aujourd'hui ça se passe comme ça partout au monde, n'est-ce pas? Exactement. Si je veux aujourd'hui, dans n'importe quel pays européen, je vais choisir par exemple le Portugal et la Suède. Si aujourd'hui on fait le même titre, comme quoi nous volons nos dépôts, la Suède à elle seule ne pourra jamais payer ses dépôts. Ni même la zone peut-être euro ne pourra pas payer les dépôts de la Suède ou les dépôts du Portugal. Ils seront les deux en complète faillite. Donc cette question de nous volons nos dépôts est complètement fausse. La solution, la normalisation du secteur. Rendre la valeur à cet argent qui n'existe plus aujourd'hui. Le fait de pouvoir acheter un produit à un montant et de le payer par chèque ou de le payer par transfert. Ce n'est plus la question des dépôts, c'est la question de la valeur de ces dépôts qui doit être remise en cause et automatiquement améliorée. Et ceci peut avoir lieu, peut-être pas aujourd'hui, mais à long terme. Présentez-moi un plan, si vous étiez ici ministre, ou bien si vous étiez membre de la commission qui négocie avec le Fonds monétaire, vous comme responsable. Donc, votre plan serait quoi pour la reconstruction, ou bien pour remettre les dépôts des banques, ne plus les voir seulement comme virtuels, mais sur papier, et devant nous, et dire voilà, 10 ans, 15 ans d'aujourd'hui, monsieur les déposants, vous pouvez avoir votre argent. Il faut être clair aussi à ce niveau. Je vais répondre. Seulement, le problème n'est pas simplement comment rendre les dépôts. Le problème est beaucoup plus vaste. Encore une fois, nous sommes en train de nous minimaliser au niveau des réponses. Donc la question serait quoi? La réponse serait comment faire pour finir d'une crise systémique que nous avons. Donc c'est une crise de confiance systémique. Et là, dans ce problème-là, ce n'est plus une question simplement de dépôt, c'est une question de l'économie globale, au niveau sociétal libanais et au niveau, bien entendu, des finances publiques. Une fois que nous pouvons régler ceci, et les solutions existent, si nous prenons simplement les actifs de l'État libanais, les actifs sont énormes. Le gros problème des actifs libanais, c'est quoi? De l'État libanais, c'est le monopole. Donc automatiquement, il faut casser ce monopole. Il faudrait peut-être déréglementer. Ouais. Ou sinon, profiter d'une manière ou d'une autre, c'est une proposition, d'une manière ou d'une autre, de trouver un moyen d'améliorer le rendement. La privatisation? N'allons pas. Je suis pour ce qu'on appelle le partenariat public-privé, le PPP.
il peut avoir il n'y a rien de parfait, encore une fois. Néanmoins, il y a des contrats spécifiques, hein, BOT et autres. Mais néanmoins, Mais c'est cas par cas. Ce sont des solutions, voilà, cas par cas, selon la situation. Si nous étions en monopole, on veut donc déréglementer. Donc mais voilà, dire que voilà, il faut privatiser tout, ça c'est faux. ce monopole est source de corruption. Ce monopole est source de centralisation. Ce monopole est source Et on a vu ça partout. de manque de services. Ouais. Et nous ne faisons pas, nous n'inventons rien. Nous sommes simplement en train de revoir ce qui s'est passé autour de nous au niveau européen, même arabe, à un niveau quelconque. Et américain aussi, bien entendu, sans oublier ça. Donc, essayons d'apprendre et d'adapter au niveau donc du Liban. Donc les solutions sont là. Encore plus que ça, vous me permettez simplement ce mot, Ouais. les possibilités et le potentiel du Liban sont énormes. Un, nous avons une économie extrêmement petite, qui n'a besoin de rien. Je rappelle que la Banque du Liban, durant 8 ans ou 9 ans, avant 2017, a financé l'économie libanaise à raison de 1,5 milliard. 1,5 milliard, c'est rien, par an. Donc au temps de l'invasion des réfugiés syriens. Donc vraiment, l'économie n'a vraiment pas besoin de grandes choses. Pourquoi? Parce que nous avons un gros potentiel. La réserve de la Banque du Liban, jusqu'à aujourd'hui, malgré qu'il y a un grand manque, comme nous avons parlé de 4 à 4,5 milliards, plus ou moins. Deux, la masse monétaire existante chez les Libanais, qui est assez grande, on parle de 9 à 10 milliards, et bien entendu, la masse monétaire qui existe chez les Libanais à l'étranger. Tout ceci à la sauce de l'initiative libanaise. Les Libanais ont de l'initiative, donc on a vraiment besoin de personne. Donc le problème aujourd'hui, c'est un problème de liquidité. Le problème aujourd'hui est un problème... Certainement. Voilà. Mais techniquement, je voulais dire. Bien je veux sûr, dire bien sûr. qu'on a un crédit. Je vais répondre à la question Oui. très simplement. Nous voulons baisser le dollar, nous voulons améliorer les choses, il faut qu'il y ait de l'investissement. Pas de l'aide sociale. Comment attirer l'investissement donc? Comment attirer? En pouvant créer une confiance institutionnelle qui permettra de Et trouver... rétablir relation avec le Golfe. Bien sûr, parce que qui va nous financer? Qui peut nous financer? Qui est libre de nous Et donc financer? voilà, un nouveau président doit décider les politiques extérieures et étrangères du pays. Bien sûr. Quelle politique Mais voilà, étrangère nous revenons à la et question... quelles relations étrangères et internationales? Nous revenons au problème de base. Notre problème n'est pas économique, notre problème est souverain. Si nous étions souverains, nous n'avions pas de problème avec les pays du Golfe. Nous ne sommes pas souverains. Il y a une mainmise sur le Liban qui est claire, nette et précise au niveau décisionnel, quelle que soit la décision prise, depuis le début de la crise jusqu'à aujourd'hui. Pour finir, la question que je demande à tous mes invités, la toute première étape, le tout premier pas vers un Liban meilleur, c'est par où, c'est vers où? Je viens de le dire, aujourd'hui, malheureusement, nous n'allons pas dans l'utopie. Nous sommes en train de discuter d'une manière claire, nette et précise. Un gouvernement stable, revenons à la base si vous voulez, des réformes économiques de base, n'allons pas vers l'impossible aussi, encore une fois, une aide internationale pour pouvoir aider au niveau économique dans la situation actuelle, le début d'investissement et une aide financière qui provient des pays du Golfe, il n'y a personne d'autre qui va nous prêter ceci, et bien sûr le renforcement de la société civile et qui va bien entendu donc améliorer l'état dans lequel nous sommes, malheureusement, parce qu'encore une fois, il y a eu une opportunité manquée, comme l'a si bien dit un de vos collègues, que j'aime beaucoup d'ailleurs, l'opportunité manquée, qu'il a fait un bouquin dessus, qui sont les élections de 2022, où 42%, donc moins 6% de 2018, ont voté pour l'actuel Parlement impuissant que nous avons. Impuissant. Ou impuissant, parce que mais on a changé. Depuis le début... Mais les citoyens ont changé. Depuis le début de sa mise en place à aujourd'hui, vous avez trouvé, vous, une décision qui a été prise adéquate? Une décision de changement a eu lieu? C'est ça le gros problème. Pourquoi? Parce que justement, nous avons choisi Mais vous avez des aujourd'hui incapables. des députés révolutionnaires. Nous avons choisi aujourd'hui des incapables. Vous avez des députés révolutionnaires. Nous avons choisi des incapables et Vous voulez dire qu'ils sont des incapables? incompétents d'une manière globale. Vous voulez Voilà. dire qu'ils sont incompétents? Non, je parle de qui? De tout le monde. De en tout le général, monde. oui, voilà. Globalement. Je voulais terminer. Si vous parlez spécifiquement des députés Ouais. du changement, Changement. ce sont de nouveaux députés. Ils n'ont rien de Vous voulez révolutionnaire. dire quoi avec nouveaux députés? De nouveaux députés. Vous voulez dire encore? Nouveaux députés. J'ai pas compris. Ce ne sont pas des députés de changement, ça. À part certains, bien entendu. Mais juste pour finir, une question à propos du secteur bancaire. Oui. Pour toutes les personnes qui ont, ou bien les experts, là, vous savez, les responsables, les experts qui étaient là à dire que voilà, il faut attaquer toutes les banques.
il faut reprendre à zéro. Il faut passer de nouvelles licences pour de nouvelles banques. Et la relance commence par là. Vous dites quoi? Ça s'appelle simplement de l'arnaque financière. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, le secteur sera vendu à des prix dérisoires, réacheté par des, comme j'ai déjà dit, des requins financiers ou des opportunistes qui profiteront de ceci pour venir se mettre eux-mêmes en selle et tenir mieux les rênes financières du pouvoir. Donc détruire le secteur Détruire le bancaire. secteur bancaire est un crime impardonnable. Déjà, le crime préliminaire a été le manquement à nos échéances, qui a eu lieu sous le gouvernement de M. Diab. Aujourd'hui, ce serait un second crime qui va suivre automatiquement par la destruction de ce secteur, qui, encore une fois, fait partie intrinsèque du cercle économique, de l'échange entre l'État qui est au milieu, les consommateurs, les intermédiaires, les fabricants et automatiquement les services financiers et ressources et autres ressources. Alain Hakim, ancien ministre de l'économie et du commerce, professeur associé à la faculté de gestion et de management à l'université de Saint-Joseph et aussi membre du bureau politique du parti Kataeb. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir reçu. Merci. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous sur tous nos réseaux sociaux. Au revoir.